Voilà. Là, il manque un peu de sel. Il se déguste comme un grand cru et fait résonner le nom de sa ville dans le monde entier. Entre Marseille et son savon, l'histoire dure depuis plus de 6 siècles. Si on va parler à chaque Marseillais, à chaque famille, il y a un lien, quelqu'un de la famille qui a travaillé dans le savon. Et ce savon, c'est la Madeleine de Proust de tous les Marseillais. Ils le prennent en main et ils nous racontent leur grand-mère, leur maison de campagne. Donc il y a un lien émotionnel très fort aussi entre l'histoire de Marseille, des Marseillais et de leur savon. Au-delà du mythe, se dessine l'histoire de toute une région. Ce petit cube indémodable raconte comment Marseille, modeste port, est devenue une grande cité industrielle, deuxième ville de France. Dans la région, des dynasties de négociants, des armateurs et des fabricants ont bâti des fortunes autour de ce savon magique, à la formule pourtant toute simple: de l'huile, de l'eau, de la soude et du sel. L'origine de cette histoire se perd dans la nuit des temps, en Syrie. Le savon d'Alep, fabriqué à base d'huile d'olive, séduisait les favorites des harems princiers pour ses propriétés antiseptiques et hydratantes époustouflantes. Les croisés l'auraient alors rapporté dans leur valise, le diffusant dans le bassin méditerranéen. Très vite, il arrive pas assez de savon d'Alep par rapport au nombre de commandes qu'on a du reste de l'Europe. Donc on se met à bien sûr ne pas refuser ces commandes, mais à fabriquer du savon de Marseille. Et le savon de Marseille est né sur le port de l'import-export qui s'y pratique. À l'époque, c'est à Marseille que débarquent les matières premières de ce savon miraculeux, y compris l'huile d'olive, celle de la région étant réservée à la table. La ville en devient donc le premier fabricant français dès le XVIIe siècle. Mais les contrefaçons inondent déjà le marché. Afin de protéger le vrai savon de Marseille, Louis XIV, informé de la mauvaise qualité de certains savons, fixe par un édit ses règles de fabrication. Il proscrit toute graisse animale et le savon doit être fabriqué en chaudron et dans la région. Derrière le vieux port, l'activité s'organise autour du cours Estienne-d'Orve. On peut encore y déceler les traces de ce glorieux passé, telles que les cheminées des premières fabriques dans les arrière-cours ou des places aux noms évocateurs. Les anciens arsenaux des galères servaient alors d'entrepôt aux commerçants. Aujourd'hui, bordés de cafés et de magasins en vogue, on retrouve sur cette place, avec un peu d'imagination, le décor de la vie marchande à Marseille à cette époque. Cette place, c'était la plaque tournante de la rive industrielle savon de Marseille, puisqu'ici arrivaient les huiles. Il y avait au milieu un grand canal, et les bateaux passent et posent leur cargaison sur les côtés. Et on imagine donc l'huile monter directement, être transformée dans les usines. Et une fois la matière première transformée en savon, les cargaisons repartent vers le vieux port et dans le monde entier. Les fabriques se multiplient, on en compte une 60aine et Marseille se retrouve en quasi-monopole. Cette activité fait le beurre d'une caste de négociants en huile. Pour eux, le petit cube est un moyen de valoriser leurs marchandises. À 2 pas de la place aux huiles, la place Estrangin témoigne de la puissance de ces riches industriels qui, par un savant jeu d'alliances maritales, se retrouvent à la fois savonniers, négociants et armateurs. Ces grands négociants vont prendre une place très forte dans la vie économique de la ville. Ils seront fondateurs des banques, fondateurs des caisses de secours mutuels. Je pense à Jules Charleroux qui crée la caisse d'épargne. Ils vont avoir une influence sur la nomination des ministres de l'économie et des finances. Ils vont créer leur siège dans ce quartier et faire de Marseille une place forte économique ici, dans ce quartier Estrangin. Face à cette effervescence, le vieux port se retrouve à l'étroit dans sa calanque originelle. Au milieu du XIXe siècle, il s'étend vers le nord. On construit des nouveaux bassins, des docks et des entrepôts
aujourd'hui reconverti en lieu de vie branché pour les Marseillais. Les fabriques de savon suivent le mouvement en quête de plus grands espaces. Dans le nord de la ville, dans le quartier Sainte-Marthe, trône la savonnerie du Fer à Cheval, la plus ancienne encore en activité, ouverte à la visite. Elle a été créée en 1856, en plein âge d'or de la savonnerie. Là, il est en train de rouler, là. Ouais. Hein? Bon, là, tu l'as bien terminé. Là, il lui manquera de mettre un poil d'eau tout à l'heure. Impeccable. Voilà. C'est une chose vivante, le savon. À l'époque, quand on faisait le savon, on le laissait sécher. Et comme à Marseille, on était réputé d'avoir le Mistral, le savon, il séchait plus vite. Le savon de Marseille est à la fois utilisé pour la consommation des ménages, mais aussi pour les activités industrielles, comme le textile. Ces deux débouchés se développent tout au long du siècle. Et là, le savon de Marseille peut être produit en de plus grandes quantités. Il peut être aussi davantage exporté vers les colonies. Le domaine colonial français s'accroît au cours de la Troisième République. On change d'échelle. On a des usines qui sont à la fois des huileries, des savonneries, des fabriques de beurre végétaux. Et donc, ça devient vraiment des ensembles industriels très performants. La fabrication de savon est un métier difficile et parfois dangereux. Mais l'œil de la bonne mère, la Vierge protectrice de la ville, veille sur les travailleurs. Si le métier a évolué et que les maîtres ne traversent plus les chaudrons sur des planches en bois, elle est toujours là pour être sûre que le savon se vende bien. Au sommet de sa gloire, le secteur du savon embauche jusqu'à 10 000 personnes. Lorsque l'activité va se mécaniser, pendant la deuxième révolution industrielle, va atteindre aussi une taille très importante et on va avoir beaucoup d'emplois déqualifiés. Et à ce moment-là, on voit arriver une main-d'œuvre italienne qui peut se faire embaucher dans ces usines. Et à la toute fin du 19e siècle, début 20e, on voit aussi apparaître une main-d'œuvre algérienne. Alors cette main-d'œuvre, dès que l'usine s'installe dans le nord de Marseille, dans une zone rurale où il n'y a pas encore d'urbanisation, ou encore même plus loin dans le chenal de Caronte, comme il y en aura dans les années 1920-1930. Si on veut avoir une main-d'œuvre suffisante pour pouvoir faire fonctionner l'usine, il faut construire des logements, donc des cités ouvrières. Cette occupation du terroir, qui existe déjà au début du XIXe siècle, s'est densifiée au point de faire disparaître complètement la campagne et d'avoir un tissu urbain presque continu entre l'Estac et le port de Marseille traditionnel. Le succès des savons marseillais fait des émules dans la région et d'autres villes décident de se lancer dans l'aventure. Salon de Provence, à 50 km de Marseille, va s'imposer. Ses importantes ressources en huile d'olive et surtout l'arrivée du chemin de fer vont lui permettre de devenir l'autre capitale du savon de Marseille. Émerge alors une nouvelle baronnie du savon. L'image de la ville va être complètement transformée à la fin de ce 19e siècle, au début du 20e. On va voir la construction de nouveaux quartiers, puisque effectivement ces négociants vont s'installer à Salon. Et leur installation va se faire dans les quartiers ouest, qui sont les quartiers attenants à la gare SNCF. Donc ils vont percer des allées, agrandir les rues pour former des boulevards bordés de platanes. Et il va s'installer une sorte de compétition de point de vue de l'architecture. Le négociant avait à cœur de montrer sa richesse. Donc toutes ces demeures de styles différents, très ostentatoires. Ces négociants à la richesse fulgurante dessinent la vie mondaine et culturelle de la ville. Le théâtre, par exemple, est financé par l'un d'entre eux et l'actuel palais de justice a été érigé en 1903 par le sieur Armieux, un illustre savonnier de l'époque. Ce style est un style d'un pastiche absolu. Nous avons ici un monument qui a été fait en plusieurs blocs et ces tuiles qui ne sont pas des tuiles provençales mais bien de l'ardoise, qui était un matériel assez cher aussi et qui pouvait aussi faire valoir de la richesse de son propriétaire. Et donc là, on a vraiment un style architectural complètement décousu, alliant le romantisme avec le néo-médiéval. Et là, c'était vraiment le délire total du propriétaire.
le sœur Armieux était amoureux d'une cantatrice belge. Et cette chanteuse qui se produisait un petit peu partout en Europe, pour elle, il a voulu construire une salle de spectacle, en fait, dans sa demeure, dans ce petit château Armieux. C'était vraiment un lieu de rencontre et un lieu où les notables et la haute société salonnaise venaient se rencontrer ici. Les savonniers vont faire souffler un vent de modernité sur la petite ville de Salon de Provence. Certains font appel au savoir-faire des ingénieurs et des artisans les plus pointus, comme dans cette demeure de la fin du 19e siècle, aujourd'hui habitée par Nathalie Delsalle, qui s'est passionnée pour cette histoire. J'étais fascinée par ces décors et puis par leur fragilité aussi. J'ai été particulièrement sensible à ce bâti intermédiaire, qui est entre un savoir très ancien et un savoir industriel de type Eiffel, avec une architecture métallique, quelque chose de beaucoup plus moderne. On a effectivement travaillé les décors. On est allé chercher des sols qui n'étaient pas présents localement, des carreaux de grès cérame dans le centre de la France, une société qui à l'époque avait été primée à Paris, grande exposition de 1900. On a réalisé des gypseries dans le vestibule, qui est notre salon de musique. On a fait faire des peintures, donc des toiles, les toiles de Delpienne. Donc on est allé chercher un peintre quand même qui était une référence décorative à Marseille. La lumière dans le vestibule, vraie fabuleuse, elle est zénithale. Le vestibule est a priori une pièce aveugle, mais elle est surélevée pour pouvoir l'éclairer de 12 œils de bœuf, qui sont des vitraux en fait, qui représentent ce qui a fait la fortune du savonnier, c'est-à-dire des rameaux d'olivier. Tout ce qui a fait la richesse du propriétaire est quand même largement représenté. Le rameau d'olivier, symbole de richesse, d'immortalité et d'espérance. Si l'âge d'or du savon de Marseille s'achève dans les années 40, le petit cube reste dans l'air du temps et continue de faire briller l'image de la région dans le monde entier. Marseille, au bout de la célèbre artère de la Canebière, sur le quai du Vieux-Port, une enfilade d'immeubles constitue l'une des vues les plus connues de la ville. Elle a été réalisée dans un contexte rocambolesque par un architecte prolifique, audacieux, à la destinée romanesque et pourtant méconnu du public, Fernand Pouillon. Au cours de sa carrière, Pouillon a construit en région parisienne, en Algérie et même en Iran. Mais c'est à Aix, et surtout à Marseille, qu'il a fait ses premières armes et marqué la ville en plaçant toujours les habitants au centre de sa réflexion architecturale, mais aussi urbaine. Je pense que la ville serait bien avisée de modifier le nom du quai du port et de l'appeler quai du port Fernand Pouillon. D'abord, ça serait rendre hommage à cet architecte qui n'est pas suffisamment connu par le grand public, et puis également de rappeler la mémoire de son œuvre. Je crois que ça serait effectivement une bonne chose que de dire quai du port Fernand Pouillon. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, le premier besoin des Français est d'être logés. À Marseille, il faut surmonter le traumatisme de l'expropriation de 20 000 habitants du quartier du Vieux-Port et de la déportation d'une partie d'entre eux. Les forces occupantes allemandes, soutenues par les autorités françaises, dynamitent en janvier 1943 une partie de ce quartier qualifié de repère de la pègre internationale par Vichy. Pour que le quartier renaisse, il faudra plus de 10 ans. Le projet est colossal et à la Libération, les architectes s'engagent dans une lutte âpre pour récupérer le meilleur de la commande. Fernand Pouillon, jeune architecte d'une trentaine d'années qui a fait ses études à l'école des beaux-arts de la ville et construit quelques immeubles avant-guerre, récupère dans un premier temps un projet dans les hauteurs du Vieux-Port, à la jonction avec le quartier populaire du Panier. C'est l'ensemble de la Tourette. On est au début de la reconstruction. C'est la période la plus intéressante parce que tout le monde tâtonne.
Et là, il a un espace de liberté. Il s'est fabriqué un espace de liberté, véritablement. Et ça, c'est une opération clé, indéniablement, la tourette. Pouillon, il a l'intuition qu'une manière de remporter la commande, c'est d'apporter une réponse efficace pour ces personnes qui attendent une reconstruction sur la base de leurs dommages de guerre. Qu'ils aient une reconstruction de qualité, des surfaces convenables. Donc, d'une certaine manière, il y a une dimension humaine, même altruiste, même généreuse, il faut bien le dire, une manière généreuse, en apportant du beau, du mieux, du plus grand, plus rapide, dans un prix raisonné et maîtrisé. Fernand Pouillon met en place son vocabulaire moderne, truffé d'artisanat et de références méditerranéennes. Là, dans cet axe-là, il y a cette grande composition, ce moucharabier. Et là, on voit déjà l'intervention, le goût qu'il a pour faire intervenir ses amis artistes aixois. Et là, en particulier, on a un moucharabier des frères Sourdives, voilà, donc céramique émaillée au four, avec cette dimension décorative, artisanale et décorative, dans une manière d'être qui n'est pas du tout folklorique. Voilà. Il évite, c'est ça qui est incroyable, il y a le retour à la tradition sans le folklore. La manière de rentrer dans l'immeuble est toujours très soignée, très réfléchie. Le sol, la marche, l'emmarchement, l'encadrement, la poignée. Parce que tout ça, c'est ce qui va rattacher l'habitant à la ville. C'est un architecte qui pense urbain, qui pense ville, qui pense relation au reste de la ville. Il n'est jamais dans l'objet isolé. Jamais, 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 jamais. Parce que justement, il ne croit pas que sa gloire passera par là. L'ensemble de la tourette, orienté d'un côté vers la mer Méditerranée et de l'autre vers le port et la ville, offre de larges vues aux habitants, mais aussi une connexion aux quartiers environnants. Pour réaliser ces 260 logements rapidement, Fernand Pouillon a recours à la préfabrication, à la standardisation et met au point des techniques de construction comme la pierre banchée. La pierre, qui lui permet des jeux de matière et de lumière, ainsi qu'un dialogue avec l'architecture historique de la ville. Là, on est bien sur les teintes de Marseille, c'est des blancs, des dégradés de blanc. Ça tourne autour du calcaire. C'est la couleur du calcaire, le calcaire violent sous la lumière, qui vraiment prend bien la lumière. Ce sont des immeubles qui ont presque 70 ans. Ils sont extrêmement dignes. Si tous les immeubles des grands ensembles avaient été faits de cette manière, on n'en serait peut-être pas où on en est aujourd'hui. En 1948, au pied de ce chantier, Pouillon achève la station sanitaire portuaire, actuel musée Regard de Provence. Son agence est en train d'exploser et cherche à se faire sa place sur le marché. Pour cela, toutes les méthodes, ou presque, sont bonnes. Comme lorsqu'il s'empare d'un projet sur une parcelle de la Canebière, laissée vide depuis le dramatique incendie des Nouvelles Galeries en 1938, pour y construire le building Canebière. Pouillon raconte dans ses mémoires qu'en 47-48, il va passer 2 nuits par-dessus les barrières avec des copains pour pouvoir mesurer le terrain et faire un contre-projet qu'il va présenter aux investisseurs en expliquant que son projet à lui sera plus rapide, moins cher, plus rentable, comme d'habitude, la recette. Porté par un imaginaire américain, il appelle son immeuble le building et joue sur une esthétique moderne, efficace, avec une façade rythmée non porteuse. Le programme, initialement pensé pour des bureaux, s'enrichit pour devenir une sorte de ville dans la ville, à la jonction de la Canebière et du quartier historique de Belzins. On le sent vraiment porté par beaucoup de culture, beaucoup de connaissances. Je trouve que cet immeuble ressemble beaucoup à la Casa Mila de Antonio Gaudí à Barcelone, qui est un immeuble massif qui va recréer la ville en lui-même. C'est-à-dire il a la taille d'un îlot complet, comme ici,
Pour pouvoir se densifier comme ça, il va avoir des cours intérieurs avec des formes souples. Et puis, c'est un immeuble où la ville est à l'intérieur de l'immeuble, c'est-à-dire que vous avez des parkings en dessous, des commerces au rez-de-chaussée, au-dessus des bureaux, des résidences. En gros, tous les programmes de la ville sont à l'intérieur. Et ici, donc, il avait lui-même une garçonnière au 7e étage. Son agence s'est installée ici à l'entresol. En tout cas, c'est cette idée de l'immeuble qui comprend tout en même temps. À cette époque, à côté de la gare sur le campus universitaire, Fernand Pouillon imagine la bibliothèque Saint-Charles. Mais il est surtout en train d'achever à l'est de la ville, dans la vallée de l'Uvaune, l'usine Nestlé. L'entreprise suisse avait souhaité s'implanter dans la cité phocéenne, point d'importation et d'exportation de café et de cacao. Problème, la parcelle achetée va se retrouver coincée entre un cimetière et l'autoroute en construction. Il se trouve que Pouillon connaissait l'implantation exacte de cette future autoroute. Ça lui a permis peut-être d'avoir assez d'informations pour arriver de lui-même, avec son intuition, à proposer de détourner 3 km de l'autoroute en projet, en expliquant que ce détournement permettrait de faire des économies et permettrait ainsi de dégager le terrain de l'usine Nestlé de cette emprise autoroutière. Donc ce serait cette espèce d'entre-gens inventif à arriver à trouver des solutions là où il n'y a pas de solution, qui aurait fait que Nestlé aurait gardé Pouillon. On le voit, ordonnateur urbain, et c'est vraiment sa grande qualité qui va le distinguer de tous ses collègues de sa génération architectes, c'est qu'il arrive à qualifier les espaces, il arrive à dessiner le vide entre les bâtiments. Et il va composer ça comme un ensemble urbain complexe, en essayant de le structurer avec du vocabulaire simple de ville. La place, le cours, l'allée de Platane. Et c'est ce qu'il a appelé l'usine verte. L'usine va être une espèce de grand parc habité par des bâtiments d'usine. Défenseur de la pierre, Fernand Pouillon sait aussi utiliser et mettre à profit le béton armé. Sur un principe poteau-poutre répété, il joue sur la texture des éléments de remplissage préfabriqués pour donner à son usine son identité. On va arriver à décliner tout un vocabulaire qu'il va adapter à chaque bâtiment en fonction de ses particularités. La partie chocolat va avoir des gravillons lavés qui vont être plutôt des schistes rouges ou des porphyres avec des petits grains de terre cuite qui vont leur donner cette couleur de cacao. Les bâtiments de l'usine de café vont plutôt avoir du silex cassé. Ils vont se retrouver avec une teinte plutôt marron de café. Et donc avec les mêmes matériaux, décliner toute une série de qualités pour qualifier différemment les bâtiments. Menant tous ces chantiers de front et prouvant son efficacité, Fernand Pouillon, travailleur insatiable, s'attire les faveurs du ministre de la Reconstruction et de l'Urbanisme. Eugène Claudius Petit, alerté par le maire de Marseille qui voit d'un mauvais œil le projet sur le quai du Vieux-Port de l'architecte André Lecomte, interrompt les travaux et demande à Fernand Pouillon de rectifier le tir. À 40 ans, il récupère le programme le plus prestigieux de la reconstruction de la ville. Il y avait un projet, c'est le projet Lecomte, qui avait prévu de faire une grande barre sur le Vieux-Port, qui, à l'arrivée, n'a pas été retenu. Et effectivement, ça aurait été, je crois, une erreur. Pouillon, lui, a repris le projet et a préféré faire plusieurs immeubles avec des espaces entre les immeubles, de telle façon qu'il y ait une osmose entre le Vieux-Port et les quartiers environnants, à savoir le quartier de l'Hôtel de Ville et le Panier, et voire même Belzins. Avec cet alignement de blocs d'immeubles, il réussit une belle synthèse entre ordonnancement classique, modernité rationnelle et utilisation de matériaux locaux, comme la pierre de Pont-du-Gard, qui donne une teinte, un ton, une élégance à l'ensemble. En façade, des pilastres monumentaux offrent de profondes loggias dans les étages et cadrent le paysage. Au rez-de-chaussée, les arcs en plein cintre des galeries invitent à la déambulation, allègent
et dynamise les bâtiments. Ces arcades, elles ont un double avantage. D'abord, elles permettent à la population qui se déplace de pénétrer dans l'œuvre de Pouillon et de permettre une ventilation du rez-de-chaussée de l'immeuble, d'avoir accès aux différents commerces dans un cadre agréable. Comme il avait dit dans un de ses ouvrages, l'architecture, c'est être au service de l'homme. Cette période de la reconstruction a été décisive dans la carrière de Fernand Pouillon. Sortir de ce chantier lui conférera une réputation de dur, lui qui formulera tous ses projets en termes de paris, de défis ou de combats. Bientôt, il va transposer et étendre sa vision de l'architecture à de plus vastes projets encore, notamment autour de Paris et de l'autre côté de la Méditerranée, en Algérie.